Eh bien, bonjour à tous et bienvenue aux conférences métiers du CFA IGS filière Banque Assurance. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Nicolas Tanguy. Bonjour Monsieur Tanguy. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de nos étudiants pour animer cette conférence en leur compagnie. Alors, vous avez exercé différentes fonctions au sein de BNP Paribas. Vous avez travaillé en tant que chargé d'affaires. D'abord chargé d'affaires entreprises, d'abord auprès des TPE, PME, puis auprès de grandes entreprises. Vous avez également travaillé en conseil, en stratégie et en organisation, toujours au sein de BNP Paribas. Et puis depuis un an, eh bien, vous êtes directeur commercial et adjoint à la direction du centre d'affaires Paris-La Défense. Alors, en quoi consiste exactement votre métier? Quelles sont les spécificités de la négociation avec ces grandes entreprises, avec ces grands comptes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec une équipe de charme et de choc. Et je vais immédiatement passer la parole à Mathilde qui va animer cette conférence avec vous et qui va nous présenter son équipe. Je vous souhaite une excellente conférence. D'abord, merci beaucoup Madame Lac de nous avoir guidés et encadrés tout au long de notre travail concernant donc, la conférence métier avec Monsieur Tanguy. J'ai eu le plaisir de travailler avec Léa Pierre qui s'est occupée de la communication. Tiani Vachon qui s'est occupée de tout ce qui est échange de mails, donc qui a échangé tout d'abord avec Monsieur Tanguy pour avoir son accord pour venir aujourd'hui. Et Mathilde Daniel qui va s'occuper de toute la retranscription de la conférence du jour et qui s'est occupée antérieurement des comptes rendus que nous avions envoyés à Madame Lac. Donc pour ma part, j'ai le rôle d'animatrice aujourd'hui. Donc j'ai l'honneur d'être la première à intervenir avec Monsieur Tanguy pour lui poser des questions et pour être un petit peu l'intermédiaire avec vous tous qui aujourd'hui êtes présents. Donc merci beaucoup à vous aussi et qui aurez l'occasion de lui poser des questions tout au long de la conférence et après celle-ci bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup Monsieur Tanguy d'être présent. Pouvez-vous nous présenter un petit peu plus en détail que ne l'a fait Madame Lac, votre parcours depuis l'université jusqu'à aujourd'hui? Ok. Alors, déjà bonjour à toutes et à tous. C'est impressionnant d'être devant tout ce monde. Il n'y a pas si longtemps j'étais à votre place, c'est marrant. Honnêtement, c'est marrant. Je suis Nicolas Tanguy, j'ai 35 ans. Je suis un petit breton perdu à Paris. J'ai fait un bac général, ES, et un parcours universitaire, 100% universitaire entre Nantes et Rennes. Je triche un peu. Des études en finance, très typées haut de bilan, ingénierie financière, montage, LBO, ce genre de choses. Sur la fin, pas mal de stratégie d'entreprise, gouvernance d'entreprise. Et durant ce parcours, j'ai fait des stages. J'en ai fait un chez BNP Paribas sur la clientèle petite PME qui m'a beaucoup plu pour diverses raisons. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai continué chez BNP Paribas en Master 2 avec un dernier stage comme analyste risque entreprise, mais qui consistait, parce que le job a quand même pas mal évolué eu égard aux réglementations que nos activités nous demandent. C'est un job où on avait à notre charge une production de notes de synthèse, à la fois sur les demandes des clients, mais aussi des notes d'information au sein de la banque, pour pouvoir diffuser au sein des différents services, différents métiers, différents experts, différents coverages, le suivi au travers du cycle de grands clients. Donc les grands clients de l'ouest de la France, j'en cite quelques-uns que vous pouvez connaître, Pasquier, Eram, Air Caraïbes, Manitou, voilà, ce genre de clients. Lactalis, vous connaissez aussi. Quelques filiales de grands groupes cotés comme Veolia, Suez, etc. J'ai fait ça pendant 3 ans avec des opérations un peu atypiques, des émissions obligataires, des OPA, des financements à l'étranger, etc. À l'issue de ces 3 ans, on m'a proposé de devenir chargé d'affaires entreprise. Donc toujours au sein du centre d'affaires de Nantes, parce que j'ai commencé à Nantes, mais pas localisé à Nantes, localisé dans une petite ville qui était la ville du Mans. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi de mémoire, sur un portefeuille d'ETI, de grandes ETI,
Alors, encore une fois, très agroalimentaire, très agricole, les poulets de louer, le numéro européen de l'abattage, de la transformation de volailles, ouais, c'est très très agricole, très ancré dans le territoire. Du camping-car avec Rapido et d'autres types de clientèle, donc des clients qui allaient entre 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le plus petit de mémoire et 4 ou 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le plus gros. Je fais ça 2 ans et demi. À l'issue de ce poste, j'ai souhaité faire un zigzag pour aller apprendre autre chose, faire autre chose que de la finance. Et donc j'avais quelque chose qui est assez commun dans les établissements bancaires dans lesquels vous évoluez, il me semble, tous et tous. On propose régulièrement aux collaborateurs un peu jeunes d'aller faire un tour à l'inspection générale ou d'aller faire du conseil en stratégie, en organisation au sein de la DG pour faire avancer les projets, les réflexions, etc. Moi, le choix et la sélection s'est faite sur le consulting. Donc, j'ai fait du consulting interne pendant 3 ans, stratégie commerciale, stratégie financière, stratégie immobilière, organisation des back-office, des fronts, dispositif des salles des marchés, dispositif de compliance, offshoring d'activités au Portugal, enfin bon, voilà, pas mal de choses, offshoring d'activités à Mumbai, avec quelques déplacements plutôt sympas. Et à l'issue de ces 3 ans, donc déjà, j'allais avoir un enfant, un premier enfant, donc il était temps d'arrêter parce que la volumétrie horaire est difficilement compatible de mon point de vue avec la vie de papa. Parce que ce sont des jobs, que ce soit l'inspection, que ce soit le consulting, ce sont des très grosses charges de travail, des très grosses intensités qui sont compliquées avec une vie de famille. Donc j'ai émis le souhait de faire un retour à mes premiers amours, donc le corporate, et de faire du management. Et donc, on m'a proposé de prendre ce job de directeur commercial. Alors, nous, on l'appelle responsable de clientèle, entreprise et institution. C'est le terme interne, ça n'a pas grand intérêt. On est vraiment, si on veut se placer dans le marché bancaire, c'est vraiment un job de directeur commercial, d'entité opérationnelle. Pour débuter, je l'ai fait pendant presque 3 ans, 2 ans et demi à peu près à Reims. Donc une clientèle à Reims de champagne. Donc j'ai bu du champagne, parlé champagne et fait de la banque avec les champenois pendant 2 ans et demi. C'était pas désagréable à plusieurs égards. Voilà, donc toutes les grandes maisons de champagne que vous imaginez, mais pas que. Encore beaucoup d'agricoles, beaucoup d'agriculture, des tracteurs, de trucs, voilà, quoi, comme mes premiers amours quand j'étais au Mans. Et puis depuis juillet, on m'a proposé de prendre un poste à la Défense, donc qui est un des 2 plus gros centres d'affaires parisiens pour BNP Paribas, donc un des 2 plus grands centres d'affaires finalement de France, sur un poste de directeur commercial avec 2 franges de clientèle très distinctes. D'un côté, le pôle BTP. Le pôle BTP, c'est hiérarchiquement une équipe, donc 3 chargés d'affaires avec chargé d'affaires adjoint, l'assistance commerciale sur les grandes majors du BTP françaises. Donc on peut les citer, il n'y a pas de secret, c'est Bouygues, c'est Vinci, c'est Eiffage, c'est Colas, donc c'est les grandes majors européennes, elles sont françaises, donc ce sont les grandes majors. Donc on coverage ces relations pour la France et on pilote la relation avec CIB, ce sont des relations qui sont pilotées CIB. Donc on est sur le centre de profit avec ses clients directement à la Défense et on anime la France avec les différentes entités opérationnelles de ses clients depuis la Défense. Et l'autre partie, j'ai 3 autres chargés d'affaires qui là sont sur des clientèles plus classiques, entre guillemets, d'ETI, grands groupes. Donc là, ça commence à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça monte beaucoup plus haut. On retrouve des clients comme Nestlé, par exemple. Je pense à Nestlé parce qu'on en a discuté avec Jules il n'y a pas plus tard qu'il y a 30 minutes, n'est-ce pas? Voilà. Donc 6 chargés d'affaires, 5 chargés d'affaires adjoints. Et je faisais les comptes avant de venir. Donc ça, c'est hiérarchiquement dans mon giron et fonctionnellement 4 assistants commerciaux. Donc ça fait 15-16 personnes sous ma responsabilité opérationnelle au quotidien. Et je suis également l'adjoint du directeur du centre d'affaires de la Défense. Le centre d'affaires de la Défense, c'est 70 à 80 personnes qui travaillent. C'est 23 chargés d'affaires avec toute la déclinaison que ça comprend à côté, avec les expertises commerce international, donc trade finance, les expertises cash management, qui gravitent autour. Donc voilà, 75 personnes, et je suis un des 3 adjoints du directeur du centre d'affaires depuis le mois de juillet. Voilà. Okay. Donc
c'est exhaustif. Oui, merci. Mathilde, pardonnez-moi d'intervenir, mais je vais juste demander à Mathilde Bis de se décaler parce qu'en fait, le bruit du clavier couvre vos paroles sur la bande et c'est de ma faute. C'est moi qui lui ai demandé de se mettre là pour qu'on puisse la voir également, mais est-ce que ça te dérangerait de te mettre plutôt en fond de salle ou dans un petit coin parce qu'effectivement, tu es juste devant le micro. Ah, c'est juste que je... Ou la batterie tienne, quoi. Ouais. La batterie tienne, voilà. Pardon pour cette interruption. Je vous laisse reprendre. Pas de mal. Merci de nous avoir présenté votre métier, qui est actuellement directeur commercial en Détroit de la Défense. C'est ça. Si j'ai bien compris. C'est ça, exactement, un des trois. Et de nous avoir présenté vos missions qui sont assez nombreuses. Et par rapport à ces missions, est-ce que vous avez, comment définiriez-vous en fait vos conditions de travail par rapport à ces dernières, la cadence, le stress, comment arrivez-vous à gérer toutes les missions qui incombent votre métier? De mon point de vue, l'appréhension du stress et l'appréciation du stress, c'est un truc qui est très personnel. En fait, chacun a son propre curseur et l'évalue d'une manière différente. C'est très lié à notre histoire, à qui on est. Personnellement, je gère pas trop mal, le stress. Bon, les conditions de travail, elles évoluent comme les vôtres à l'université. Le Covid a quand même passablement changé la donne. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup en télétravail. Voilà, on a signé des accords de télétravail à l'instar de tous les grands groupes industriels français et européens. On est 2 jours par semaine normalement en télétravail. Et là, comme on est en période de crise sanitaire, on est au-delà. On est même à 3-4 jours parfois de télétravail par semaine. Donc, et à distance, vous arrivez à gérer les équipes parce que vous avez quand même... Ouais, à distance, on a les mêmes outils, Teams. Ouais. On fait beaucoup de Teams. On passe l'essentiel de notre journée avec les casques rivés sur les oreilles et la webcam devant les yeux pour discuter à la fois avec les clients, avec les collaborateurs et avec les différents partenaires qu'on a au sein de la banque, les back-office, les middle-office, les experts, les métiers. C'est notre nouvelle façon de travailler, ça ne change, et ça ne reviendra jamais en arrière, c'est certain. Ah oui, même après Non, ça ne reviendra pas en arrière parce que on a aujourd'hui des gains d'efficacité qui sont assez dingues. C'est qu'avant, pour aller faire un meeting, j'en sais rien. Donc le temps de trajet. Avant, quand il fallait aller à Bruxelles voir un client, il fallait une journée, quoi. Aujourd'hui, on se met devant l'écran, on a le meeting, et en fait, le même meeting d'1 heure prend 1 heure, alors qu'avant, il prenait une journée. Dans un gain de temps qui est, voilà, qui est nécessaire pour votre métier. La banque est aussi très cartésienne, elle y voit un intérêt, un gain d'efficacité qui est juste substantiel. Et puis les clients en face de nous ont les mêmes logiques. On est face à des clients qui sont, à mon instar, qui sont des salariés de grands groupes industriels, souvent cotés, du CAC 40 ou autres. Donc en fait, on a les mêmes process, les mêmes implications, les mêmes exigences. On a tous des actionnaires, donc tous ces gains d'efficacité, tout ce momentum aujourd'hui, on apprend à peu près tous les mêmes choses et on va pérenniser ce qu'on en aura appris, que ce soit chez BNP Paribas, dans les autres établissements ou chez nos clients. Donc ça n'évoluera pas. Après, les conditions de travail, voilà, les équipes travaillent dans des open space qui sont plutôt réduits. C'est des desks de 3 personnes maximum, c'est plutôt espacé. Nous, on a encore la chance d'avoir des bureaux. Ça durera peut-être pas. Bon, après, voilà, c'est pas... Bon, dans mon précédent job de DIRCO, j'avais pas de bureau. J'étais assis à côté des chargés d'affaires, ce que moi j'aime bien personnellement. Ouais, vous étiez avec eux. Voilà. Après, voilà, on fait... on fait des métiers qui sont exigeants, il faut de l'implication, évidemment. On a des objectifs, on a une hiérarchie, etc. On a des clients qui sont très exigeants. Après, on a des bonnes conditions de travail. Moi, mes parents étaient employés ouvriers. J'ai un peu de mal à me morfondre sur mon sort quand je vois la manière dont je travaille aujourd'hui. C'est sûr que voilà, c'est un petit peu plus confortable quand même. Un petit peu, ouais. Et au point de vue, donc, selon vous, vraiment propre à votre expérience passée, quelles sont les qualités nécessaires que doit avoir un chargé d'affaires tant sur sa personnalité que son esprit professionnel? Ça en fait sourire certains, mais je leur dis, un bon chargé d'affaires, il faut qu'il soit rigoureux, qu'il ait du discernement et qu'il ait du panache.
Pourquoi du panache? On va y venir. Pour être chargé d'affaires ou adjoint sur des clientèles de grosses PME, d'ETI ou de large corp, il y a un bagage, il y a un socle indispensable. Il faut avoir un socle financier, un socle comptable, il faut parler anglais pas trop mal, il faut être ouvert, il faut aimer les gens, il faut aimer discuter, il faut pas avoir du contact. Enfin, je ne vous apprends rien en fait. Ce qui fait la différence après, c'est une proportion naturelle à être rigoureux, à faire attention aux détails. Le diable se cache toujours dans les détails, quand on écrit, quand on parle, dans la posture que l'on a, dans ce que l'on dégage, dans ce que l'on suscite quand on a un interlocuteur face à soi. Notamment quand il y a des différences de culture, des différences d'âge, de positionnement. Voilà, c'est quelque chose qui est important quand on est chargé d'affaires, qu'on se retrouve face au CFO monde, Europe, de Nestlé, de Vinci, de Bouygues, j'en passe. Il y a un sujet de posture. Donc, il y a cette rigueur au quotidien, à chaque instant, de ce que l'on dégage, de ce que l'on renvoie. Quand on parle, quand on écrit, quand on se positionne. Puis la rigueur de la manière dont on aborde les sujets. Les établissements bancaires français ont à peu près tous le même business model. On est tous des banques à 360, on fait à peu près tous les métiers. On a tous des CIB qui sont quand même assez robustes. On a des filiales d'à peu près tout. On fait du marché, on fait tout. Donc, il faut aborder les sujets avec rigueur pour les distiller, planter les drapeaux là où il faut. Donc, commercialement, c'est un vrai travail de rigueur. Après, il y a le discernement. C'est que on arrive le matin, on a la boîte mail qui est pleine, on repart le soir, dans le meilleur des cas, elle est tout aussi pleine. Il faut avoir du discernement pour adresser les sujets. Il est hiérarchisé, les comprendre, les adresser. Quand on a une merde, excusez-moi du terme, mais il faut la partager. Quand on a un beau caca le matin dans sa boîte mail, surtout, il faut la montrer à tout le monde. Voilà, j'ai un truc qui ne va pas, comment on fait, comment on la partage, comment on règle le problème. Vous appuyez vraiment sur votre équipe. Ouais, et puis mon équipe doit s'appuyer sur moi quand ils ont un truc qu'ils n'arrivent pas à adresser. C'est essentiel. C'est essentiel. Il faut sortir du travers, on saute à la solution. J'ai un truc que j'imagine étant tel problème, je saute à la solution, je le résous et je le balance. Il s'avère que souvent, ce n'est pas le meilleur réflexe qu'il faut avoir, notamment ce type de clientèle dont les problématiques sont bien souvent toujours complexes en fait. Donc il faut avoir du discernement et la manière d'aborder les sujets. Avec une très grosse ETI qui fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires, on peut adresser en même temps des sujets d'électronique, digital banking, on adresse en même temps des croissances externes à l'autre bout du monde, des sujets de change, de couverture, que sais-je. Il faut adresser les sujets avec discernement pour les adresser au bon endroit, à la bonne expertise au sein de l'établissement bancaire, avec le bon interlocuteur en face, pas mélanger les choses. En parler avec discernement à son chef aussi, ça fait jamais de mal. Donc voilà, rigueur, discernement et panache. Moi, c'est le truc sur lequel j'attaque le plus d'importance, parce que déjà, c'est ce qui est le plus marrant, ce qui est le plus drôle. Enfin, vous allez rentrer sur le marché du travail dans 1 an et demi, 2 ans, si je comprends bien. Enfin, il faut que ça reste quelque chose... si je peux donner un conseil, il faut que ce soit amusant. Si ça ne vous amuse pas, il faut vous reposer des questions, en fait. C'est fondamental, parce que ça dure longtemps, une carrière. Donc, le panache, c'est trouver le truc, l'item qui va faire en sorte que votre client sera sexy demain, même si aujourd'hui il ne semble pas excessivement intéressant, pour faire l'opération, le truc qui brille, le truc sympa, le truc drôle. Dans nos métiers, et BNP Paribas tout particulièrement, on pousse les feux très fortement sur ce qu'on appelle le haut de bilan. Donc l'ingénierie financière, le M&A, les financements structurés, le private equity, bref, tous ces termes un peu barbares. Au quotidien, le panache, c'est ça en fait, c'est détecter le client sur lequel on va pouvoir faire une levée de fonds, on va pouvoir aller l'adresser à reports en repart pour faire de la bourse, on va pouvoir faire du M&A, avoir un mandat pour le vendre. C'est ça le panache. Et puis, ça peut être aussi des choses moins bling-bling. Ce sont des choses des fois plus du quotidien, pousser les sujets sur la digitalisation des process, mais il faut voir les choses avec ambition. C'est ça le panache. Et un collaborateur qui réussit, un collaborateur qui évolue,
C'est un collaborateur qui est bien formé, qui est rigoureux, qui aborde les choses avec intelligence. C'est pas interdit d'être smart en fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et celui qui se fait remarquer à la fin, c'est lui qui a réussi à faire un truc ou deux avec un peu de panache durant son passage. Des initiatives, ouais, un petit peu d'audace. Okay, je vois. Et vous venez de nous citer Vinci et Bouygues, donc deux de vos clients. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les types d'entreprises avec lesquelles vous avez été amené à travailler ou avec lesquelles vous travaillez toujours? Et donc comment sont-elles réparties en fonction des salariés, de leur chiffre d'affaires? Et un petit point sur les ETI, parce que je pense que voilà, on ne connaît pas tous très bien ce terme. Donc voilà, un petit peu plus de détails sur ça. Alors, le monde du corporate chez BNP Paribas commence à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. À la grosse. Hein. Les frontières ne sont pas très marquées, donc on va dire ça comme ça, 2 millions. 2 millions à 10 millions, il y a une première frange de chargés d'affaires qu'on appelle entrepreneurs. Après 10 millions à 50 millions, on a des chargés d'affaires PME. Et puis 50 millions jusqu'à plus soif, on a des chargés d'affaires large corp ou ETI. Là aujourd'hui, moi je n'ai dans mon équipe et je n'ai que des clients qui commencent à 50 et jusqu'à plus soif. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai d'un côté le pôle BTP, où là on n'a que des large corps multinationales, CAC 40. Donc Vinci, Bouygues, Eiffage, Colas, Faya, voilà, c'est les grosses majors en France et en Europe. Et de l'autre côté, donc sur l'autre desk, on a j'ai aussi quelques, on appelle GE, quelques grandes entreprises, notamment des équipementiers automobiles, côté CAC 40, donc je ne vous cite pas, mais vous savez lesquels dont je parle, et des ETI qui évoluent sur toutes sortes d'activités, de la formation professionnelle, en passant par de l'électronique, du conseil numérique, du négoce, des matières premières, enfin c'est vraiment cross-secteur, où là la moyenne de chiffre d'affaires, c'est, je sais pas, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelque chose dans ces eaux-là. Donc nous, le centre d'affaires, il est fait comme ça en fait. On commence à 50 et on s'arrête plus. Des centres d'affaires comme ça à Paris, il y en a, je vais vous dire une ânerie, mais je crois qu'il y en a 8 ou 9. Et il y a autant de centres d'affaires qui, eux, font la frange 2 millions, 50 millions. Donc là, ce sont des centres d'affaires et de conseils aux entrepreneurs. Ça, c'est une organisation qui est très Île-de-France. Et en province, les centres d'affaires font le 2 millions jusqu'à plus soif. Oui, ils ne sont pas répartis par voilà. pôle comme... Parce que la profondeur de marché n'est pas suffisante pour pouvoir segmenter aussi nettement. Et toutes les grosses entreprises ne sont pas gérées à Paris, en fait. Non. Il y a des boîtes cotées dans tous les centres d'affaires. Je pense que tous les boîtes du CAC 40 sont à Paris, en revanche, j'imagine. Oui, ce serait normal. Je ne crois pas qu'il y ait d'exception. Il y a des trucs un peu baroques, style Airbus avec Toulouse et Paris, mais enfin, by the way, ça reste quand même piloté par Paris. Voilà. Mais bon, par exemple, le centre d'affaires de Lille, qui est un très gros centre d'affaires, pilote la relation avec la famille Muliez, donc la galaxie Auchan et tout ce qui est autour. Enfin, au niveau assez intellectuellement, c'est assez logique de comprendre pourquoi Lille continue à piloter directement Muliez. Il y a une vraie logique géographique. Le centre d'affaires où j'ai commencé, donc Nantes, gère toutes les relations, ce sont pour autant des boîtes de côté, hein, des Pasquier, des Tipiac, des Air Caraïbes, etc. Parce que la relation régionale est là-bas, donc ça fait du sens. Et les clients aiment bien le côté régional et souhaitent le maintenir et le conserver. Donc nous, on est là pour satisfaire nos clients. S'ils veulent être suivis à Nantes, ils sont suivis à Nantes, à Strasbourg, à Caen. Pas de vérité à les catapulter à Paris systématiquement. Et donc quand j'étais à Reims, en Champagne-Ardenne, voilà, je faisais 2 millions jusqu'à... le plus petit client devait faire 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, et le plus gros faisait 7 ou 8 milliards. Quoi. Okay. Oui, c'est vraiment une grosse fourchette. C'est un client dans le textile. Il me semble que monsieur tout à l'heure avait un bonnet avec ouais, c'est peut-être ça, ouais. Voilà, donc ça... C'est très varié, c'est ce qui fait l'intérêt du job, hein, c'est qu'il y a différentes typologies de boîtes, on ne leur parle pas de la même manière, on ne leur parle pas de la même chose. Et puis voilà, on revient au discernement, c'est qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas leur parler de la même manière, ils n'ont pas envie d'entendre la même chose. Donc il faut être un peu agile, quoi. Et encore une fois, en fonction du ouais, c'est ça, c'est pas interdit d'être un peu smart, quoi. Il y a un petit côté comédien dell'arte quand on s'adresse à ces gens-là. C'est aussi ça qui est drôle. Vous êtes avant tout commercial, donc...
pour aussi s'adapter un petit peu. Moyennement. Jules le sait, c'est un mot que j'emploie quasiment jamais. Je dis jamais en réunion, on est des commerciaux, on va leur vendre des trucs, quoi. C'est un discours dans lequel je ne me reconnais pas, un discours dans lequel je me suis jamais reconnu. Et encore plus aujourd'hui avec des clients large corp, en fait. Oui, on est en front, donc on est en relation directe avec la clientèle. On est là pour... en fait, le job de banquier d'entreprise, et certainement pas que d'entreprise, mais c'est la partie que je connais, on est là pour faire valoir les intérêts du client vis-à-vis de la banque et surtout faire respecter les intérêts de la banque vis-à-vis de ce même client. Donc quand on parle au CFO de Vinci, finalement, ce sont deux mastodontes du CAC 40 qui sont l'une en face de l'autre. Nous, on a besoin de Vinci parce que c'est un très gros client et on ne peut pas travailler avec eux, un aspect. Et Vinci a absolument besoin du bilan de la première banque de la zone euro. Donc en fait, ils ne peuvent pas nous quitter, on ne peut pas les quitter. Donc on fait du commerce, oui, on fait du front, on fait du coverage, quoi. On gère des relations complexes et on fait en sorte de mettre en face deux organisations qui ne sont pas toujours complètement homothétiques. Que l'alliage soit bien fait. Voilà, exactement. D'accord. Et vous, en tant que directeur commercial, est-ce que vous avez un portefeuille de clients ou alors c'est vraiment que votre équipe qui en a un que vous gérez? C'est ça, moi j'ai un portefeuille de collaborateurs. D'accord. C'est déjà une très grosse occupation. Non, moi j'ai pas de... Les directeurs coach chez nous n'ont pas de clients. Ils n'ont pas de clients, mais on fait du sponsorship. D'accord. Donc on sponsorise là, les clients sur lesquels on détecte un potentiel d'opération haut de bilan. Pour en revenir toujours à ça. Si on sait si on imagine, si on se projette, si on se dit ok, ce client de manière très prospective, demain, après-demain, il peut faire une levée de fonds, il sera en posture acquisitive, donc il va aller faire du build-up, il peut se vendre. Là, on est en sponsoring aux côtés du chargé d'affaires pour pousser les expertises et, le cas échéant, espérer faire les opérations. Et les chargés d'affaires que vous managez ont un nombre précis de clients dans leur portefeuille ou ça change un petit peu en fonction de leur expérience, de leur ancienneté? Alors, oui, c'est très très variable d'un portefeuille à l'autre. C'est pas lié à leur expérience, c'est lié à la typologie des fonds de commerce ou des portefeuilles, ça dépend comment on les appelle. J'ai des chargés d'affaires qui ont un client. D'accord. Et j'en ai d'autres qui en ont une quinzaine. Et quand on a un chargé d'affaires PME, ils peuvent avoir 30 clients, 40 clients. Donc les écarts types sont très très larges, quoi. Les fourchettes, c'est des râteaux, quoi. En même temps, quand on gère Vinci, on a un seul client, quoi. Et on a un seul client, on a 2 assistants commerciaux, on a un chargé d'affaires adjoint, et il y aurait potentiellement de la place pour avoir 2 chargés d'affaires adjoints, parce que la relation est tentaculaire, parce que on pilote la relation pour l'ensemble de l'hexagone. Donc en termes de charge de travail, c'est assez important. BNP Paribas et toutes les banques massifient les fonds de commerce avec une matrice assez simple. C'est potentiel de développement, donc potentiel de création de valeur, et nécessité de ce qu'on appelle d'intensité relationnelle. On fait des métiers d'intensité relationnelle. Les clients, plus on les voit, et plus on fait des trucs avec eux. C'est basique. Ça, franchement, n'importe quel silo de la banque, plus on les voit, plus on fait des trucs avec eux. Voilà, ça suivi. Ouais, ça marche à tous les coups. Donc en fait, ce qu'on veut pas, c'est voir tous les semaines un client avec qui on sait on fera jamais rien ou on gagnera jamais d'argent, quoi. Mais on ne fait pas de la philanthropie, ça ne vous aura pas échappé. Donc si on sait qu'un client, il y a matière à leverager la relation, à faire des opérations à valeur ajoutée, on va le voir plus et on va investir plus, donc le mettre dans un fonds de commerce où il y a moins de clients à côté pour pouvoir lui dévoluer plus de temps commercial. C'est plus pour le client que c'est plus lié au client que lié au manager, au chargé d'affaires. Du potentiel client découle la typologie de fonds de commerce dans lequel il sera pour savoir ce que l'on massifie ou pas.
Ok. Et c'est comme ça que ça marche dans tous les établissements bancaires. Ok. Et donc au niveau de vos opportunités pour avoir de nouveaux clients, comment ça se passe? Vous marchez donc avec les appels d'offres ou vous faites tout ce qui est prospection? Enfin, je pense qu'il y a un autre service qui s'en occuperait s'il y en avait. Comment ça se passe un petit peu? Alors la prospection, non, il n'y a pas d'autre service qui s'en occupe. Sur ma gamme de clientèle, c'est difficile d'externaliser le sujet. Sur la PME, on fait appel de temps en temps à des call centers pour faire du phoning en mode très industrialisé pour détecter des leads et ensuite c'est chargé d'affaires qui se déplace, qui va voir le prospect et fait ce qu'on peut y faire. Nous, on prospecte sur une base de prospects très 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 limitée parce que BNP Paribas travaille avec 100% des boîtes du CAC 40, avec 90% des boîtes du SBF 120, avec 90% des boîtes du Next 40. Donc concrètement, pour aller les prospecter, bon, celles avec qui on ne travaille pas, soit on est fâché, soit on ne veut pas travailler avec elles. Donc la prospection est un peu limitée. Sur les ETI, il y a un peu de prospection. On a des listes qui nous sont poussées depuis le métier. Mais, vous avez des listes, mais vous n'avez pas vraiment d'objectifs chiffrés en termes de... Si, on a des objectifs. Mais en fait, on n'est pas sur un mass market, quoi. On n'a pas des centaines de clients, vous l'avez compris, hein, des fonds de commerce, un client. Et on n'a pas non plus des centaines de prospects disponibles, en fait. Il y en a un nombre assez limité. Donc, on est vraiment sur un spécifique market. On n'est pas dans le monde du retail, le monde du mass market, on est vraiment sur un spécifique market. Donc, toutes les logiques de masse, d'appel, de phoning ne s'appliquent pas à notre industrie. Donc, les appels d'offres, oui, quand un client fait une levée de fonds, quand un client fait une croissance externe, réalise un financement, les opérations se font très peu de gré à gré, on est souvent intermédiaire par des debt advisory, des M&A advisory, etc., etc. Et ces boutiques, en fait, font appel aux différents établissements pour les mettre en concurrence et éventuellement rentrer dans les poules. C'est clairement un des premiers billets de conquête, très clairement. Et puis ensuite, il y a un travail qui est très important sur une clientèle, c'est le travail des organigrammes. On travaille avec, on va reprendre Vinci parce qu'on assiste depuis tout à l'heure. Enfin, toutes les filiales, toutes les entités juridiques de Vinci ne sont pas clientes de la banque. Donc il y a un travail de fourmi sur les organigrammes pour déterminer où ils sont situés, ce qu'ils font, est-ce qu'il y a matière à les rencontrer, à leur parler, à rentrer en relation avec eux, etc. Donc il y a aussi un travail de conquête interne, de développement des relations, de densification des relations que l'on a avec ses clients. Et puis sur ce que j'ai fait avant, la PME, là pour le coup, oui, on faisait des demi-journées de phoning pour essayer d'appeler des cibles, rentrer en relation, prendre des rendez-vous, aller les voir. Là, il y a quand même ce démarchage que nous on fait. Vous avez des plages horaires dédiées à ça? Ouais, c'est ça. Là, on le fait très peu. Aujourd'hui, une boîte qui est cotée ou qui fait un demi-milliard de chiffre d'affaires ou 200-300 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle a des besoins financiers sophistiqués. Si elle n'a pas Société Générale et BNP Paribas dans le pool, ça suscite des questions en fait. BNP Paribas, c'est la première banque de la zone euro. On est très outillé en la matière, en tout ce qui est opérations sophistiquées. Donc, c'est assez naturel qu'ils viennent nous solliciter. Après, on est bon, on n'est pas bon, on est cher, on est trop cher. Vous êtes une référence. Mais en tout cas, par une référence, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un oligopole, on est très peu d'acteurs. Hein. Donc, quand une structuration se recherche, on est interrogé. Voilà. D'accord. Passons un petit peu plus au sujet des choses que vous pourriez proposer à vos clients. On sait qu'aujourd'hui, via la presse ou via nos agences respectives, on voit pour la banque plutôt du côté particulier que les taux de crédit sont extrêmement bas. Comment ça se passe au point de vue des grosses entreprises, du marché, est-ce que vous également vous leur proposez des taux des fortes concurrences ou c'est pas du tout la même chose? Ah bah oui, les taux sont historiquement très très bas. Il y a des grosses firmes dans le monde qui font des émissions obligataires avec des coupons à taux négatifs. Donc, moi, quand j'étais à votre place, si on m'avait expliqué, quand je faisais de la modélisation financière, que j'avais des taux de rendement négatifs, voilà. Entre le jour où j'ai commencé à travailler et aujourd'hui, vous l'auriez pas cru. Ouais, les concepts financiers ont un peu bougé quand même. Ouais.
Non, oui, ça nous impacte. Donc évidemment, les taux sont extrêmement faibles. Du coup, les marges se sont aussi beaucoup réduites. Il y a quand même beaucoup moins de place pour mettre du spread en zéro et les taux que l'on pratique aujourd'hui. Et puis, ce qui est la vraie révolution quantique de nos métiers, c'est les dépôts. Il y a encore 7-8 ans, on était très content d'avoir du cash sur les comptes bancaires. La banque se rémunérait grâce à ces dépôts. Aujourd'hui, tous les soirs, qu'on va mettre 1 cent à la banque centrale, la banque est facturée 50 bips. Là, c'est un basculement total de paradigme. Donc aujourd'hui, on en est à facturer les dépôts de nos grands clients, quoi. Ce sont des négociations qui sont, ça fait partie de la très sympas. Commerciale ouais, ce sujet. Bah on est là pour piloter le bilan de la banque, en fait. Le bilan de la banque. Et pour, à cet égard, on facture les dépôts de nos grands remettants. Ce qui, en fin d'année, voilà, ça a été des négociations plutôt sympas. Plutôt sympa. Et donc, cette politique, elle impacte donc les clients lors des dépôts et sur d'autres aspects ou... Les clients ne se sont jamais financés si peu cher. Voilà. Il n'y a jamais eu autant de liquidités sur les marchés qu'aujourd'hui. Tous les fonds d'investissement sont blindés de cash. Les grandes corporates sont blindées de cash. Donc on est blindé de cash. Et comme la Banque centrale nous le facture, ça impacte quand même considérablement les PNL des banques en Europe. Donc aujourd'hui, quand CIB structure une émission obligataire, on sait qu'on va devoir porter, on fait le funding, on fait l'émission sur les marchés, et le fruit de l'émission qui n'est pas consommé dans la minute, on sait qu'on va devoir le porter. Donc, par exemple, aujourd'hui, on prévoit dans la facturation, dans les spreads, on prévoit aujourd'hui le coût du portage de la liquidité sur une émission obligataire. C'est un truc qui était de la science-fiction il y a encore 2 ans, 3 ans. Bref, c'est un paradigme économique qui est complètement changé. En face de nous, on a des gens qui sont totalement avertis. Quand on est CFO d'un groupe de cette taille-là, voilà, on parle le même langage, on se comprend. Après, il faut trouver des dénominateurs communs entre ses clients, entre la banque et ce que je disais tout à l'heure, c'est faire valoir les intérêts du client et surtout respecter ceux de la banque, quoi. C'est une négo qui doit se faire là-dessus. C'est parfois un jeu d'équilibre, histoire. D'accord. Ouais. Donc là, on vient de citer un petit peu tout ce qui est la partie crédit pour les grosses entreprises. Au niveau de ce process crédit, est-ce que vous auriez un process détaillé à nous partager avec étape par étape ou il n'y en a pas trop, enfin c'est pas défini? C'est très défini. Le process de décision, ça pourrait être un meeting de 2 heures, quoi. C'est complexe, c'est très complexe. Il y a potentiellement des dizaines de process différents en fonction de la taille de la boîte, du montant d'exposition, de son rating, du pilotage, du coverage, de son secteur, de sa note de compliance, de sa note ESG, enfin bref. Si on essaie de résumer, on a des grands clients qui sont pour la plupart multinationaux. Ça, c'est une des composantes aussi du métier de chargé d'affaires, qu'on n'a pas évoqué, c'est de piloter, c'est d'être un peu le Géo-Club Med, le gentil organisateur de tous les territoires, donc européens, mais aussi Moyen-Orient, Asie, Amérique du Nord et autres, de ces clients qui travaillent partout sur la planète. Donc c'est organiser notre activité avec eux sur toutes ces géographies. Donc si on veut un peu schématiser, celui qui décide in fine, entre guillemets, c'est le pilote. Par exemple, si on prend, je sais pas moi, GSK, donc un gros laboratoire pharmaceutique, le pilotage il est au UK,
Donc quand nous, on doit lever le petit doigt, mettre de l'argent que pas en mettre, etc., on demande des green lights ou des accords au territoire qui pilotent directement la relation. C'est eux qui l'ont. Et à l'instar, nous, quand quelqu'un demande à mettre de l'argent sur la table à Vinci, on me pose la question avant de le faire. C'est la réciprocité, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, ça marche comme ça par territoire. Et donc celui qui book l'engagement demande au pilote, ou si c'est le pilote directement, c'est le pilote qui décide. Ça, c'est pour repas. Ensuite, on a tous les groupes d'affaires, tous les clients ont un rating avec une validette interne, plus ou moins complexe. Ça, c'est le cas dans tous les banques. Voilà. Donc, c'est pour déterminer le niveau de pouvoir, c'est le territoire qui décide, le territoire qui porte, le niveau d'engagement. Si on a 1 euro ou 1 milliard d'euros d'engagement, c'est pas le même niveau de pouvoir, vous l'imaginez bien, et le rating. On a une matrice, plusieurs entrées. C'est un peu comme toucher coulé, hein. On décide là pour celui-là, on décide là pour celui-là. Voilà. Tous les dossiers doivent être vus donc par la ligne business, ce que je fais, et aussi une ligne qui est complètement verticalisée, qui est la fonction en risque, qui est totalement indépendante. Donc il y a forcément un double regard sur l'ensemble des dossiers, et puis plus le dossier est complexe, plus il monte haut, plus il y a d'engagement, plus il monte haut, et un dossier peut être validé, soit dans mes pouvoirs, je peux les signer. A contrario, un dossier avec beaucoup d'engagement, il peut être décidé directement par le président ou le directeur général de la banque, Jean-Laurent Bonnafé pour citer BNP Paribas, ou ses délégataires directement. Donc évidemment, c'est plus rapide d'avoir un accord quand c'est Nicolas Tanguy qui le donne que quand c'est Jean-Laurent Bonnafé himself. Mais voilà, Vous avez quand même le pouvoir de dire oui ou... Oui, mais sur les clients que j'ai en coverage, assez peu, parce qu'on est sur des clients où on a des dizaines, des centaines de millions d'euros sur la table, pour la plupart. Donc forcément, c'est pas moi qui décide tout seul comme un grand, quoi. Ça se passe beaucoup plus haut et c'est complètement légitime. Donc, notre job aussi, c'est d'aller d'aller demander, poser la question à la personne qui a les pouvoirs de répondre, quoi. C'est un des trucs les plus complexes de notre métier, les processus de décision. Ouais. J'imagine. Et par rapport donc, aux risques qui seraient potentiellement générés par vos clients donc, par rapport à leur activité, est-ce que voilà, vous êtes chargé de veiller à ce risque ou ça n'incombe pas du tout à vos missions en tant que chargé d'affaires, enfin, vous directeur, mais à vos chargés d'affaires? Si, notre première responsabilité, c'est de pas plomber le bilan de la banque. Si on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur l'année en faisant de l'intermédiation, mais que la même année, on a 1 million de provisions sur un dossier parce qu'on a mal prêté, on a bossé pour rien. Bien sûr. Donc oui, c'est une partie prépondérante de notre job. C'est tout banquier. Le banquier est là pour gérer ses risques, quoi. Une banque, c'est une grosse machine à laver des risques. Il faut que le linge il sorte propre, quoi. Enfin, c'est notre job, c'est la base de notre métier, quoi. Et peu importe que vous faites du corporate, du particulier, de la banque privée ou que sais-je, ce que vous mettez dans la machine, il faut le retrouver blanc à la sortie. Sinon on a des soucis. D'accord. Et par rapport à d'autres soucis que vous auriez avec vos clients, est-ce que vous pourriez nous faire part, donc, tout en respectant le secret professionnel, bien sûr, un exemple de conflit client que vous aviez eu lors de vos métiers donc, passés ou encore aujourd'hui? Le principal des conflits ou des discussions qu'on a avec les clients, c'est lié à la compliance. Donc la conformité, le KYC, la lutte anti-blanchiment. C'est assez complexe. C'est très complexe parce qu'on a des clients sur nos métiers qui ont des activités complexes, qui travaillent sur toutes les géographies. Et donc, pour nos clients, expliquer qu'il a fabriqué une chaise, un boulon, un parpaing en Chine, il l'a mis sur un bateau, le bateau il est parti, il a fait un arrêt à Manille, puis il est reparti en Australie, puis après il revient en Europe, il passe par le canal, nanani, il arrive à Havre, etc. Et nous, en tant que banquier, on est tenu et on est responsable pénalement sur cette connaissance, de savoir exactement le boulon, il est parti de quelle ville, il a fait quoi, il a parcouru
tant de kilomètres, il est passé vers tel bateau, le bateau il a été affrété par telle personne, il a le pavillon dans tel pays, etc. Donc ça, c'est une complexité infernale parfois. Donc le principal vecteur de friture sur la ligne confié des clients, c'est ça. C'est quand on n'est pas capable de financer et même de recevoir des flux, de laisser des flux partir. BNP Paribas aujourd'hui refuse de travailler avec tous les pays qui sont sous embargo qu'on connaît, hein, Corée du Nord, etc., hein, Cuba, mais pas que. Nous, on refuse tout flux avec la Crimée, par exemple. On refuse une très grosse partie des flux avec certains pays du Balkan. Les Balkans, on refuse les flux strictement avec la Jordanie, avec des pays d'Afrique, parce que en face, on considère, et c'est politique de la banque, qu'il n'y a aucune banque dans ces pays qui a des KYC suffisamment clairs pour être certain qu'il n'y ait pas du financement du terrorisme ou que sais-je dans ces établissements. Donc on va expliquer à Bouygues que son marché de 400 millions d'euros, c'est du plus, hein, en Afrique, on ne va pas pouvoir recevoir les flux alors qu'il y a 4 ans, on a fait l'émission de garantie pour pouvoir contre-garantir le début du marché. Mais qu'entre-temps, la banque a fait on a un petit peu pivoté sur notre politique AML et qu'on ne veut pas les flux. On a émis la garantie, mais on ne veut pas les flux. Donc il faut expliquer ça au numéro 4 de Bouygues. On passe une bonne matinée. Donc c'est pas facile de dire non à une entreprise. Vous avez toujours des procès. Si. Non, mais de dire non, c'est facile. C'est 3 lettres de dire non, c'est facile. Moi, ça ne me pose pas de problème de dire non. Ce qui est compliqué, c'est d'évaluer les impacts. Les impacts derrière, c'est que. Mais on n'est pas décisionnaire sur les. Nous, on aimerait bien faire plaisir aux clients et leur dire oui tout le temps, en fait. Mais enfin, quasiment. Et ça engendre forcément le retrait de ce client-là. Pas le retrait, mais il y a des impacts. Que si nous, on ne prend pas un flux sur un marché, sur une géographie, parce qu'on a décidé, nous, BNP Paribas, qu'on n'en voulait pas, il y a un établissement qui va le prendre à notre place. Donc, logiquement, il a pris un petit risque que nous, on n'a pas voulu prendre. Donc, légitimement, il va demander du side business à côté. C'est logique, quoi. C'est du business. Donc, il faut en assumer les conséquences. Et le plus difficile, c'est d'assumer les conséquences dans le temps, en fait, et de les évaluer. Et c'est autre chose. Comment fidéliser les grands comptes au final? C'est de toujours dire oui ou de... Ah bah forcément, ouais. Si on dit toujours oui, ils sont contents. Si on fait rapide et pas cher tout le temps, en toute occasion, ils sont... C'est de prendre le plus de risques possible. Ah bah forcément, ils aimeraient bien, mais... Enfin, quand on travaille avec des très très grosses boîtes, encore une fois CAC 40, SBF 120, etc., ils ont besoin des 2-3 banques françaises qui ont les plus gros bilans en Europe. BNP Paribas étant la banque avec le plus gros bilan, ils ont besoin de notre bilan. Donc ils ne peuvent pas ne pas bosser avec nous. En fait. Ils n'ont pas le droit de se fâcher, et puis nous, on n'a pas le droit de se fâcher avec eux non plus. Donc on travaille ensemble, on est un peu contraints et forcés de travailler ensemble. Donc la fidélisation, elle se situe à d'autres niveaux. C'est qu'il faut les fidéliser pour qu'ils nous donnent les business que l'on a envie de faire avec eux. On a envie de faire leurs émissions obligataires, on a envie de faire leur cash management complexe sur les géographies étrangères. Bah, là, c'est de l'expertise, quoi. Il faut être bon techniquement et puis il faut être dans le marché en termes de prix, quoi. Ce sont des cartésiens, hein. Il faut être bon et pas cher, quoi. C'est assez manichéen. Et donc, un petit peu pour terminer cette présentation, pour la conclure, quelles sont les évolutions possibles que vous verriez concernant votre poste, d'abord de directeur commercial, puis pour le poste de vos chargés d'affaires que vous managez? L'évolution d'Arceau. Vers quoi vont nos métiers, c'est ça? Exactement, voilà, les nouvelles missions, les nouveaux outils avec lesquels vous allez travailler. Ce qu'il faut avoir conscience, je pense, c'est qu'aujourd'hui, nous, banquiers, ça peut évoluer, mais aujourd'hui, on intermédie, on vend un produit qui a plus beaucoup de valeur, en fait. On vend de l'argent. On vend des crédits pas loin de zéro, quoi. Donc si on continue à vendre un produit sans valeur, la pérennité de nos business est remise en question. Historiquement,
tous les gros retailers dans le monde qui sont mis à vendre des trucs vraiment pas chers et à marge zéro ont disparu ou sont en très grande difficulté. C'est un petit peu le paradigme dans lequel on se situe aujourd'hui. On prête à zéro et quand en plus ils nous mettent des dépôts, ça nous coûte des ronds. Donc on est quand même passablement en danger de ce point de vue-là. Donc si on veut survivre, il faut appeler un chat un chat, il faut remonter dans la chaîne de valeur. Donc c'est ce que font les établissements, ce que font très bien des établissements comme le Crédit Agricole, comme le Crédit Mutuel, ce que c'est très mal BNP Paribas sur les mass markets, c'est avec l'assurance, la prévoyance, etc., sur le retail, sur les agences. Pacifica, c'est une arme de destruction massive. On est à la rue, nous, BNP Paribas, là-dessus. Ça gagne beaucoup d'argent, c'est très rentable et c'est très conquérant. Sur mon métier, le salut passe par le M&A, le private equity, les financements complexes. Donc, là où on peut aller chercher de la commission, quoi, de la com flat, comme on dit. Les métiers à commission, c'est le salut des établissements bancaires sur le marché du corporate. En fait, on est en train de se transformer pour devenir des banques américaines un peu. Hein. Quand on regarde une banque comme JP, par exemple, grosso modo, ils ont le même bilan que BNP Paribas, par exemple. Actif, passif, regardez, franchement, c'est très comparable. En revanche, quand on va regarder leur PNL, ils génèrent 2 à 3 fois plus d'activité avec la même taille de bilan. Outre le fait que je préfère donc être actionnaire de JP que de BNP Paribas, de ce point de vue-là, on voit bien qu'avec la même puissance en soute, ils font 3 fois mieux, quoi. Donc ils ne le font pas sur le crédit, puisqu'ils ont le même bilan. Mais ils le font sur tout le reste, quoi, les intermédiaires. Ils font du conseil, qui facturent, ils font de la prestation intellectuelle, qui facturent, de la prestation de service, qui facturent. Donc nos métiers vont vers ça. Du haut de bilan, des marchés, du cash management, de la digitalisation. Et les banques doivent être et devront être demain précurseurs sur tous les gros enjeux de transfo de nos sociétés, que ce soit l'environnement, le digital, parce que le digital, on le voit, ce sont des investissements colossaux. On le sait déjà, on est dedans, donc on le constate. Mais quand il s'agira de rouler vert, de rouler hydrogène, de consommer l'hydrogène, j'en sais rien, je ne suis pas ingénieur, il va y avoir des investissements massifs qui devront être faits et qui devront être conseillés, pilotés, coordonnés. Le rôle des banques de demain, ce sera ça aussi, quoi. Ce sera avant tout ça, je pense. Donc remonter dans la chaîne de valeur sur ces sujets. Si on se contente de faire du crédit, rapide et pas cher, probable que nos métiers seront très très différents et remis en question dans la décennie à venir, ouais. Je pense. Et donc le métier du chargé d'affaires, qui est donc le mien, ce sont de détecter, c'est détecter ces moves-là chez nos clients, de leur susciter l'envie de les faire aussi. Monsieur le client, pourquoi vous ne voyez pas de la croissance externe? Pourquoi vous ne réfléchiriez pas à la transformation digitale, que sais-je? Donc ça, c'est originer des opérations. Ça, c'est un truc que je leur répète à la longueur de temps. Et c'est d'être dans une posture de conseil. C'est vraiment une posture de conseil. Et pas de distribution. D'accord. Donc le conseil avant tout. Ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications très détaillées et très complètes. Alors, on va laisser d'abord à Madame Lax qui me répond. Oui, merci infiniment pour cet éclairage absolument passionnant, à la fois sur la gestion des grands comptes et aussi finalement sur l'avenir de la profession. Je vais mettre fin à l'enregistrement avant de donner la parole à la promotion. Bravo à l'équipe pour cette animation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conférence métier. Merci beaucoup.